salariés français sont stressés. Il s'agirait même des salariés les plus stressés d'Europe, à en croire une récente étude menée à l'échelle du continent. Alors, comment réconcilier les Français avec leur travail? Et si, après tout, il fallait revoir les modes d'organisation? Eh bien, revoir les modes d'organisation, c'est justement ce que propose Éric Albert, que je reçois aujourd'hui. Bonjour Éric Albert. Bonjour. Alors, vous êtes fondateur de l'IFAS, l'Institut français d'action sur le stress, et vous venez de publier Partager le pouvoir, c'est possible, aux éditions Albin Michel, un livre dans lequel il est bien sûr question du stress. Alors, pour commencer, je voudrais vous citer, c'est page 76, comme le joueur en ligne se met sous pression pour concentrer son attention et se donner toutes les chances de gagner, le stress dans les nouvelles entreprises est vécu sur un mode positif. Pour les anciennes entreprises, il n'est que source de mal-être. Alors, déjà, pour bien qu'on comprenne, est-ce que vous pourriez nous définir ce qu'est une nouvelle entreprise, celle qui aurait intégré ces modes d'organisation, ces nouveaux modes d'organisation, j'imagine? C'est surtout les nouvelles entreprises, ce sont celles qui intègrent les évolutions de société. Comment évolue la société? Qu'est-ce qui se passe? On a une révolution que tout le monde constate avec cet Internet et ce numérique, qui est probablement une révolution aussi importante que la Renaissance. Et ces modes de société ne sont pas assez intégrés dans l'entreprise, Et ils ne s'en emparent ce pas qu'on assez. voit, c'est que l'entreprise classique est une entreprise qui n'arrive pas à s'adapter. C'est quoi les grandes tendances? C'est horizontalisation, donc je n'accepte plus la hiérarchie autre que la hiérarchie de compétences. C'est collaboration, contribution à des projets, c'est l'envie de faire les choses, qu'on appelle la motivation intrinsèque, je fais les choses parce que j'en ai envie. C'est des systèmes très souples de groupes qui collaborent, qui construisent ensemble, et puis qui se dissolvent, et puis qui font autre chose. Comment fonctionne l'entreprise classique? Elle est hiérarchisée, de plus en plus peut-être même. Elle est rigidifiée par des process à tous les niveaux. Elle survalorise non pas la collaboration et la performance individuelle, donc avec des objectifs individuels, des mesures des objectifs individuels, la mise en rivalité des acteurs. Elle est extrêmement centrée sur la motivation extrinsèque, c'est-à-dire que si tu fais quelque chose, tu auras une récompense, l'argent la plupart du temps. Et elle n'arrive pas à susciter réellement l'enthousiasme, la motivation de l'envie des gens et surtout la capacité d'innovation et de créativité. Alors, Donc, tout cela, on va y revenir au travers des exemples que nous allons citer tout à l'heure, mais je voulais vous parler d'un mot qui revient très souvent dans votre livre, c'est le mot de confiance, oui. plutôt de crise de confiance. Alors, d'où est-ce que ça vient? Comment restaurer la confiance dans l'entreprise? On voit bien que l'un des enjeux du dirigeant aujourd'hui, c'est d'être tout le temps dans la capacité à vérifier, à contrôler ce que font les autres. D'où des reportings, on a de plus en plus de reporting. Et c'est une erreur. La conséquence de ça, c'est que plus je suis vérifié et contrôlé, plus je me mets dans la posture de donner ce qu'on attend de moi, point à la ligne, c'est-à-dire remplir des cases sur lesquelles j'ai besoin de contrôler. Mais qu'on ne me demande pas de prendre des initiatives, qu'on ne me demande pas de sortir de la boîte, qu'on ne me demande pas de collaborer avec les acteurs, je fais ce sur quoi je suis contrôlé. On peut donner l'exemple de Google, qui est probablement une des entreprises les plus innovantes au monde. En termes de mode de travail. Mais pas seulement, innovante de façon générale. Y compris sur les modes de travail. Y compris sur les modes de travail. Google donne une journée par semaine, donc 20% du temps à ses collaborateurs, pour faire ce qu'ils veulent. À partir du moment où c'est un projet qui est connu de l'entreprise et avec les gens qui veulent, sur un sujet qui est connexe à Google, mais qui n'est pas directement dans le business. C'est comme ça d'ailleurs qu'a été créé Google Earth. On voit bien que Google Earth n'aurait pas pu être créé dans un système d'innovation classique, parce qu'il n'y a pas de business model derrière. À quoi ça sert que tout le monde puisse aller voir sa maison partout dans le monde? On ne voit pas où il y a eu des... Mais là, on dit, tiens, je vais créer ça. Bah, tiens, essaye, vas-y, tu as besoin de quoi? On va te donner du temps. Et tu as du temps, tu as une journée par semaine. Tu fais avec qui tu veux, tu suscites ce que tu veux. 50% des innovations Google viennent, donc l'une des entreprises les plus innovantes au monde, a 50% de ces innovations qui viennent du fait qu'on donne du temps aux gens. Donc pourquoi est-ce qu'on leur donne du temps? Parce qu'on a confiance en eux. On pourrait se dire, toutes les entreprises devraient faire pareil. Donner une journée à vos collaborateurs. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Parce que j'ai peur que mes collaborateurs ne foutent rien. Les dirigeants, quand vous leur dites ça, ils disent, mais les miens, ils vont glander. Donc ce qui est intéressant, c'est que Google a créé des conditions pour faire confiance à ses collaborateurs et leur donner du temps, et ils en ont un retour qui est cette capacité très forte d'innovation des acteurs.
Alors, il y a un chapitre sur l'innovation dans votre livre. Une anecdote très intéressante. Là, la hiérarchie n'était pas au courant de ce que faisait l'employé. Cette anecdote, c'est celle de l'entreprise Gore, qui fabrique des implants cardiaques. C'est une entreprise américaine. Un de ses employés décide d'utiliser un jour un polymère qui fait la réputation de l'entreprise sur les câbles de son vélo pour favoriser les transmissions. Et de là vient une autre innovation, les cordes de guitare Elixir, qui durent plus longtemps que toutes les autres. Alors, depuis, c'est un succès commercial. Cela veut dire qu'il faut donner le pouvoir de l'innovation aux salariés. C'est une manière de les motiver. Voilà, alors Gore, c'est Gore-Tex, hein, c'est l'entreprise qui fait le Gore-Tex Gore-Tex, et qu'on connaît tous, et qui est une entreprise dans la chimie. Alors, encore une fois, dans un secteur qui n'est pas du tout un secteur dans lequel, mais qui est extrêmement innovante sur la capacité d'abord à créer de l'efficacité collective et à donner de l'initiative aux gens. Et là, de fait, j'ai ce polymère qui fait le Gore-Tex, et on a commencé à se dire, tiens, si je le mettais sur mes câbles de vélo, il se passerait quoi? Et puis j'en discute à la cantine avec d'autres gens, ils disent, ah ben tiens, c'est une drôle d'idée, c'est pas mal, tiens, je pourrais essayer les cordes de guitare. Puis ils essayent, et puis de fait, ils s'aperçoivent que les cordes de guitare sont tout à fait différentes, mais Gore-Tex n'a jamais vendu de cordes de guitare, donc comment on va faire? Ils se disent, bah, on va essayer d'en donner gratuitement à des magazines de guitare. Et c'est les cordes d'Eric Clapton et de toute une série de très grands guitaristes qui ne peuvent plus se passer de ces cordes de guitare. C'est-à-dire qu'on laisse les gens prendre l'initiative, tenter des choses. Et ils prennent l'initiative pas seulement dans le produit, mais dans la façon de le vendre. Et ils utilisent leur réseau. Et donc ils sollicitent autour d'eux des gens. On en revient au collaboratif. Voilà. Cela veut dire que l'argent n'est plus la source de motivation, n'est plus une source de motivation principale. Il faut donner. L'argent est indispensable dans l'idée de l'équité. L'argent est indispensable dans l'idée de l'équité et de la reconnaissance. Et puis du fait que les uns et les autres, on a tous besoin de vivre. Mais plus vous êtes dans un modèle dans lequel votre motivation dépend de l'argent, moins vous êtes engagé. Ça, on connaît ça depuis la nuit des temps en psychologie. Donc, si vous voulez que les gens soient engagés, alors l'exemple que je donne, c'est Zappos, qui est une entreprise de vente de chaussures par Internet, et qui a une pratique depuis très longtemps, qui est que quand je recrute quelqu'un, pendant les 2 premiers mois, la seule chose qui compte, c'est qu'il comprenne nos valeurs. Et puis que je commence à le connaître, est-ce que ces valeurs vont matcher avec celles de l'entreprise? Et au bout des 2 mois, supposez que ça marche, on lui dit, voilà, tu corresponds à ce qu'on cherche, et tu vas pouvoir rentrer chez Zappos, mais tu n'es pas obligé de rentrer chez Zappos. Si tu pars, une marque de chaussures. Voilà, c'est une marque de vente de chaussures, en ligne. Si tu quittes Zappos, si tu ne veux pas rentrer, on te donne 5 000 $. Tu choisis, tu restes si tu veux, si tu quittes, on te donne 5 000 $. C'est bien pour montrer que si je choisis Zappos, ce n'est pas pour l'argent. Bien sûr que je vais être payé, mais je peux faire de l'argent beaucoup plus rapidement tout de suite en quittant Zappos. Donc je fais un choix qui n'est pas centré sur l'argent. Alors, quelle est la relation des Français avec leur travail? Vous la qualifiez d'affective, excessive et paradoxale. Vous qui êtes un fin connaisseur du stress, de la question du stress en entreprise, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus ce que vous entendez par affective, excessive et paradoxale? Quand vous demandez à un Américain ce qu'il attend de son travail, il vous répond « money ». Quand vous lui demandez ensuite où est-ce qu'il met son travail dans sa vie, il dit « le travail, c'est au cœur de ma vie ». Quand vous demandez à un Français qu'est-ce qu'il attend de son travail, il vous répond « épanouissement ». C'est certainement beaucoup plus exigeant, et si on y arrive, on en tire beaucoup plus. Et les Français au travail, quand ils sont épanouis, ils sont excellents. Mais la plupart du temps, ils sont déçus parce qu'ils ne trouvent pas cet épanouissement du fait de ce décalage avec la société dont je parlais. Et ça, les managers ne l'ont pas assez intégré? Les managers ne l'ont pas du tout intégré. Les managers aujourd'hui utilisent comme moyen de motivation la pression et l'argent. Donc la pression et l'argent, ça ne fait pas s'épanouir les gens. Alors quel doit être leur rôle à ces managers dans ce nouveau contexte plus horizontal? C'est surtout qu'ils soient clairs sur leur modèle d'efficacité. Est-ce que mon modèle d'efficacité, par rapport à mon business model, c'est un modèle dans lequel je veux que des gens soient dans leur petite case et dans lequel je vais leur donner le plus possible de pression, carotte et bâton, dans leur petite case et qu'ils n'en sortent pas. Dans les modèles low cost, ça peut marcher. Si je suis dans un modèle dans lequel je veux créer de la valeur, je vais avoir besoin de gens qui réfléchissent, je vais avoir besoin de gens qui collaborent les uns avec les autres, je vais avoir besoin de gens qui aient des idées, je vais avoir besoin de gens qui aient envie, qui aient une énergie à déployer par rapport à ce qui leur plaît, je vais avoir besoin de gens qui se sentent
valorisé et reconnu. Donc tout ça, c'est un autre modèle qui sort dans toute une série d'entreprises que je décris, non pas pour qu'on les copie, mais pour dire ça existe et ça marche. Et ça marche y compris sur des entreprises très anciennes. Il y a une entreprise que je ne cite pas dans ce livre, qui est une chaîne de grands magasins en Angleterre, qui s'appelle John Lewis, qui est le Galeries Lafayette anglais, qui existe depuis un siècle et demi, et qui appartient à 85 000 salariés. L'entreprise appartient à ces 85 000 salariés. Et le seul critère des dirigeants, c'est comment est-ce que je crée du bonheur dans mon entreprise pour les salariés. Et avec ça, ils sont les meilleurs retailers anglais. Donc, quel est mon modèle d'efficacité et jusqu'où est-ce que je suis cohérent? Et derrière tout ça, le problème que vont avoir les dirigeants, c'est comment est-ce qu'ils lâchent le contrôle. Grande question, vous en parlerez sans doute peut-être dans votre prochain livre. Merci Eric Albert d'être venu. Je rappelle la sortie de votre livre « Partager le pouvoir, c'est possible » chez Albin Michel. Merci. Merci à vous.